Salut à tous, ça fait plus d'un an que la chaîne est inactive, je voulais m'y relancer, c'est quelque chose qui me passionne toujours le catch, donc c'est parti dès aujourd'hui. On va voir le top des 8 catcheurs connus qui ont fait leur début en mode incognito il y a des années de ça. Numéro 1, Dean Ambrose. En seulement quelques années, Dean Ambrose a su devenir une des top stars de la fédération et même un Grand Slam champion, mais tout le succès n'a pas souri à Dean Ambrose du jour au lendemain. Saviez-vous que le Lunatic Fringe a déjà essayé la W il y a des années de ça? Pour cela, il faut revenir en 2006, lors du show Velocity. L'équipe M&M, alors composée de Johnny Nitro et Joey Mercury, est au sommet de son succès puisqu'elle est championne par équipe de la compagnie. Ils affrontent ce soir-là un jeune Dean Ambrose, seulement âgé de 20 ans, avec des cheveux longs, et alors appelé Jon Moxley. Jon Moxley, c'est d'ailleurs le nom sous lequel il s'est fait connaître des années plus tard sur le circuit indépendant. Inconnu du public, lui et son partenaire Dean Taylor n'ont malheureusement pas fait long feu dans ce match, puisqu'il fut plié en seulement quelques minutes avec la victoire de M&M. Numéro 2, Tye Dillinger. Nombreux sont ceux qui pensent que Tye Dillinger a fait ses débuts NXT il y a à peine quelques années. Mais non, il n'en est rien. Le Perfect Ten a eu un petit run à la WWE il y a déjà de cela 10 ans. Le 19 août 2008, Dillinger fait ses débuts télévisés pour la première fois à la ECW. Il est alors connu sous le nom de Gavin Spears. Premier match pas vraiment concluant puisqu'il perd directement contre Ricky Ortiz. Il enchaîne quelques matchs qui s'avèrent être des défaites aussi. Ainsi, il perd face à Super Crazy ou encore Fit Finlay. La compagnie décide de le libérer rapidement de son contrat en fin janvier 2009, avant de le re-signer en septembre 2013. Numéro 3. Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa est le top heel par excellence de NXT, l'une des personnes les plus détestées par le public. Eh bien, sachez qu'il était aussi détesté lors de sa toute première apparition télévisée à la WWE. Faut remonter en 2005, lors d'un épisode de SmackDown. Il joue alors le rôle ce soir-là de Monsieur Thomas Whitney, avocat personnel de Mohamed Hassan. On peut vraiment voir qu'on est très loin du personnage de psycho-killer qu'on connaît aujourd'hui. Qui aurait pu croire que 15 ans plus tard, il deviendrait le champion d'NXT et prendrait part à des matchs à s'en retourner le cerveau. Après une petite promo de heel où il défend Hassan et se fait violemment huer par le public, l'Undertaker intervient et monte sur le ring. Tommaso Ciampa essaye alors de calmer le Deadman et utilise le fait qu'il n'est qu'un simple avocat, mais malgré les mots doux du Tommaso, le Taker ne va pas l'épargner ce soir-là. Qui sait, peut-être que ce moment a créé le psycho-killer qu'on connaît tous aujourd'hui. Numéro 4. Zeb Colter. Bien avant d'être associé à Jack Swagger en 2013, dans les années 90, Zeb Colter était catcheur. Il se faisait alors appeler Uncle Zebekia. Il n'était pas seulement combattant mais aussi déjà manager, d'abord des Blue Brothers, puis plus tard de Justin The Hunk Bradshaw. Il est très reconnu pour sa rivalité avec Kamala à l'époque. Numéro 5. Ryback. Ryback a fait ses débuts sous son personnage de destructeur en 2012, mais son histoire avec la WWE est quant à elle beaucoup plus lointaine. En 2004, il participe à Tough Enough dans le but de décrocher son premier contrat. Cette même année se trouve The Miz, qui finit par remporter la compétition. Ryback ne fait plus d'apparition à la WWE jusqu'en 2010, lors de la toute première saison de NXT, où il combat sous le nom de Cowboy Skip Sheffield. Peu après son élimination de l'émission, il rejoint le gagnant Wade Barrett et les autres membres du show dans la Nexus, qui reste l'une des factions les plus destructrices de toute l'histoire. Numéro 6. Matt Jackson. Membre du Bullet Club et des Young Bucks, Matt Jackson a réussi en quelques années à créer un empire autour de son nom et celui de son clan. Mais doute qu'aujourd'hui la WWE voudrait s'intéresser quand à signer Matt et Nick Jackson. En février 2008, Matt apparaît lors d'un épisode de SmackDown où il affronte et se fait battre par Chuck Palumbo. 10 ans plus tard, il est au sommet du catch indie et est l'un des plus grands vendeurs de l'histoire du catch en termes de merchandising. Numéro 7. Daniel Bryan. Bien avant le Yes Movement et bien avant sa participation à la première saison de NXT en 2010, Daniel Bryan a fait ses débuts télévisés lors de Velocity en 2003 alors qu'il était déjà sous contrat avec la Ring of Honor. Son adversaire de début était ni plus ni moins que John Cena. Comme vous vous en doutez bien, le match fut rapide et Cena s'est imposé, et c'est à partir de cette année que sa carrière à la WWE a commencé à décoller. Daniel Bryan, quant à lui, est monté rapidement au sommet de la Ring of Honor. Numéro 8. AJ Styles. En janvier 2016, AJ Styles a choqué tout l'univers de la WWE pour ses débuts au Royal Rumble. Beaucoup de monde pense que c'est la première fois que cette ex-star de la TNA est rentrée dans le ring de la WWE, mais en fait non. Le fait que Styles avait déjà combattu à la WWE était que très peu connu. Le Phenomenal One a fait une apparition le 26 janvier 2002 lors du show WWF Metal qui fut plus tard renommé en WWE Jacked. Il y affronta The Hurricane.
AJ Styles perdit le match et se dirigea peu après vers la TNA. Considéré alors comme jobber à l'époque, AJ est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, ça faisait vraiment longtemps que je voulais en refaire. J'ai essayé d'un peu m'améliorer sur les graphiques, etc. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à travailler le tournage, le montage, etc. Donc si ça vous plaît, j'en referai, faut me dire dans les commentaires. Et, euh, et voilà quoi, c'est tout pour cette vidéo. Ciao ciao tout le monde.